Alors, bonsoir, je suis très honoré d'avoir été invité ici. Je parlerai de relations dans les théories syntaxiques et sémantiques du XIIIe siècle. Et les problèmes dont je parlerai seront le suivant, c'est-à-dire comment on passe d'un modèle qui explique la construction syntaxique sur les modèles du mouvement, ensuite comme relation asymétrique selon les modèles qu'on a vus de la science par rapport au Schiebele, et enfin comme forme artificielle. Et deuxièmement, la signification, le problème de la signification qui est représenté comme forme et aussi comme relation à deux voix, c'est-à-dire d'antonymie inverse, selon les modèles du Père et du Fils qu'on a vu aussi dans Bacon, ou à une voix, c'est-à-dire asymétrique. Et donc, on verra plusieurs textes. Je ne l'ai pas traduit en français parce que ça a été un peu ridicule quand un Italien traduit en français des textes latins, mais j'expliquerai plus ou moins ce qu'il signifie. Et on a des textes, surtout dans les milieux modistes de la fin du XIIIe siècle, à partir des années 260-70, c'est-à-dire Martin de Dacy, les Modi Significandi, des commentateurs anonymes sur les confutations sophistiques des années 1270, et des commentaires des années 90 de Paris, ce magister Simon qui a commenté les Modi Significandi à Paris, et Gentile da Cingoli qui a commenté à Bologne, et qui a importé et introduit à l'Université de Bologne les Modi Significandi et toute la théorie grammaticale liée à ces modèles. Et enfin, Raoul Le Breton, dont on verra différentes œuvres, et aussi quelques autres textes qui peuvent être attribués à Raoul Le Breton. Et donc, on part de l'idée que la construction est analogue au motus, au mouvement. Et donc, Martin de Dacy dit que les constructibles, c'est-à-dire les mots qui entrent dans une construction syntaxique, se rapportent comme ce qui émeut au mouvement. Et cela pourrait impliquer que la construction, c'est-à-dire la relation des constructions, est unique entre les deux constructibles, parce que une des conclusions qu'il tire à propos du mot, du mouvement, c'est qu'il est unique. Il y a un mouvement entre un mobile et ce qui meut. Et donc, un type de relation particulière. Ce n'est pas une relation normale. Mais les deux éléments qui contribuent à la construction syntaxique ont deux fonctions différentes, surtout aussi dans les Modi Significandi de Martin de Dacy, c'est-à-dire qu'un des deux est dépendant de l'autre, et l'autre n'a que la fonction de terminer, d'être terme de la relation de dépendance. Et donc, a seulement cette fonction. Et ces passages commentés par ce magister Simon, qui dit que explicitement, ce qui n'avait pas été fait par Martin de Dacy, que la construction est une forme innée, c'est-à-dire naturelle,
mais encore plus important, elle est une relation. Et à ce propos, il explique qu'il y a un double type de relation, c'est-à-dire la relation pour soi, par soi, qui est per se, comme dans les pères et les fils, c'est-à-dire qu'il y a deux relations doubles. Il y a une relation qui a comme sujet les pères et comme terme le fils et la paternitas, et une autre relation qui est celle de filiatio, qui a comme sujet les fils et comme terme le père. Et l'autre relation qui est dite par accident, où en terme où le terme n'a que la fonction de compléter, on peut dire, la relation de dépendance de l'autre terme. C'est sur le modèle de la science par rapport au connaissable. Et la connaissance par rapport au connaissable. Et donc, il y a cette relation de dépendance. Et de ça dérive l'autre, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire qu'il y a les relations per se sont toujours deux relations, ce n'est pas une. Et aussi dans les cas de père et de fils, mais aussi dans les cas de la similitude. Quand on dit que deux objets sont similaires, on implique qu'il y a deux relations entre eux, c'est-à-dire la similitude entre Socrate et Platon, qui sont tous les deux blancs et donc ont une qualité en commune, et l'autre relation qui est la similitude de Platon à Socrate. Et donc, il y a toujours deux relations. La différence entre les deux est que, dans ces cas, les deux relations portent le même nom. Mais, tandis que dans les cas précédents, celui de la paternité et de la filiation, les noms sont différents. Et donc, ils sont deux types différents des relations per se. Et il y a un autre, je soulignais les derniers, la dernière ligne, parce que celui-là est les principes qui, on verra, déterminent le nombre des accidents en général. Et donc, il y a tant d'accidents quand on a des sujets qui les supportent. Et donc, la construction, selon les commentateurs parisiens, le premier probablement commentateur parisien de Martin de Dassy, est une relation per accidens. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui est per se, qui est celle entre les constructibles qui dépend, qui est qui nécessite d'un autre constructible, d'un autre mot pour bâtir une construction formellement correcte. Et tandis que l'autre constructible, l'autre mot qui termine simplement cette dépendance est un mot qui peut rester, qui a la dignité, on peut dire, de rester isolé en donnant un son complet, en tout cas. Et donc, il n'a pas une relation per se à l'autre mot, mais seulement per accidens. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui dépend de la première relation, qui n'est pas réelle, on pourrait dire. Bon, ce modèle est celui qui est aussi
rapporté par un anonyme commentateur sur la métaphysique, dont on a un seul témoin qui est dans la Bibliothèque nationale de Florence et qui a été attribué et qui a été identifié avec Raoul Le Breton, un autre modiste de la fin du XIIIe siècle. Et il décrit exactement dans les mêmes termes que le commentateur de Martin de Dassy cette relation de la construction, c'est-à-dire comme relation per accidens, qui est une relation numériquement, est una relation numero, mais elle est diversifiée per accident, c'est-à-dire qu'il y a l'autre relation qui est engendrée, on peut dire, par la première relation, la relation per se. Et il continue en disant que la construction est une relation, seulement une relation. Ce n'est pas deux relations, mais une seulement. Mais qui est plurifiée per accidens. La même question est rapportée, la même solution est rapportée dans les commentaires et les questions sur les institutions grammatiques, c'est-à-dire les manuels de grammaire qui étaient utilisés pour enseigner grammaire à l'université, par Raoul Le Breton. Et cette position est rapportée comme l'opinion commune, donc comme une opinion qui va rejeter, après avoir dit la même chose, c'est-à-dire que la construction est une, mais est multipliée, diversifiée per accident, il dit que cette position est fausse, fondamentalement. Et donc, il dit que la construction, la construction n'est pas une relation, mais plutôt une forme qui dépend, qui suit la relation de dépendance entre les termes, les mots qui la constituent, et il n'est pas multiplié ni est numériquement une, ni per se, ni per accident. Il critique cette conception de la construction comme relatio. La relation entre les mots existe, mais c'est la relation de dépendance. Et il ne dit pas de quel type de relation on parle à propos de la dépendance, mais il dit qu'il soutient, dans d'autres passages que je n'ai pas rapportés ici, que les mots qui entrent dans une construction sont tous les deux dépendants de l'autre. Sont tous les deux dépendants. Et donc la relation de dépendance est, réciproque entre les deux mots. Et donc, cette forme en particulier est une forme artificielle. C'est-à-dire que peut-être le modèle est celui de la forme de la maison qui dérive de la jonction de tous les parties qui font partie de la maison, c'est-à-dire les fondements, les murs et les toits, etc. Et donc, la construction est simplement l'union des constructibles et une forme. Donc, on peut, si les questions sur la métaphysique sont de Raoul Le Breton, on peut dire qu'il a changé de pensée sur la question de la construction. Et donc, on peut dire qu'il est... on peut dater aussi les questions sur la métaphysique avant les questions sur Prussien mineur. Et on pourrait, je me demande si cela pourrait être expliqué par un changement d'idée, de pensée sur la manière de concevoir les relations per accident. Et en effet, j'ai pu constater que dans les derniers
une des dernières œuvres de Raoul Le Breton, qui, après avoir enseigné comme maître des arts à Paris, il a enseigné comme maître en théologie. Et donc a commenté, a écrit des questions sur les sentences qui datent des années les premières décades du XIVe siècle. Et dans ces questions, il ne parle jamais de la distinction entre relation per se et per accident. Aussi là où on parle de la relation entre créateur et créature, qui était un des lieux classiques d'application de cette distinction. Et en plus, j'ai trouvé aussi dans une copie du XVe siècle de ces questions sur les catégories une ajonction marginale qui met en question exactement ce point. L'un des exemples les plus classiques des relations per accident, c'est-à-dire les relations entre la connaissance et son objet. Et en effet, il dit que la connaissance per se est essentiellement ne se réfère à aucune chose, parce qu'elle est par soi, per se, et essentiellement dans les premiers types de qualité. C'est un habitus, une disposition, et donc il ne se réfère à rien, mais dérive en quelque sorte, et c'est une forme dérivée de la relation de conformité entre image, je pense, ou proposition, je ne sais pas ce qu'il avait, et l'objet de la connaissance. Donc, il met en question l'effet que la science soit une relation. Et pour vérifier ça, on peut regarder aussi les discussions autour de la relation de signification. Parce que les modèles qu'on met en place dans ces champs sont plus ou moins les mêmes. Mais toute la discussion part sur la définition des dictio, c'est-à-dire des lexèmes ou des mots en général, qui donne Martin de Dassy dans les Modi Significandi, où il dit que la dictio est une expression phonique qui a une relation de signification. Ratio significandi, c'est difficile à traduire, qui a l'essence de signifier, qui a dans son essence la signification. Mais on verra que ratio significandi est souvent utilisé comme équivalent de relatio significandi. Et il dit que dictio signifie un composé de voix qui signifie et de choses signifiées. Sur ce point, il développe les commentateurs sur les confutations sophistiques développent l'idée que la signification soit une forme essentielle à ce type d'unité linguistique qu'est la dictio, qui n'est pas simplement une émission vocale de son, mais qui est une émission de son doué de signifier, d'en signifier. Et donc, cette relation, cette ratio significandi, est la forme essentielle ou on dit aussi la forme substantielle de la dictio. Et bien qu'il soit conscient du fait que les mots signifient par convention, par une institution humaine, et donc ne sont pas des relations naturelles qui sont attribuées aux signes. Et donc, la différence par rapport aux autres signes est que la dictio a une matière, et donc est une forme qui s'ajoute à une matière qui est la voix.
exactement. Et on voit qu'elle est appelée extendendo formam substantialem, c'est-à-dire en élargissant l'essence de forme substantielle. On dit que le significatum, le signifié, est la forme substantielle de la diction, pas de la voix. Et donc, mais ce point, exactement ce point, est rejeté par d'autres grammariens, comme Petrus de Crocco, qui a, je l'ai trouvé dans les livres de Pimborg. Je n'ai pas lu les manuscrits de Troyes, mais il faudrait les lire et les transcrire. Il met en question le fait que la chose signifiée soit la forme de la diction. Et aussi, Gentile de Cingoli met en question la même chose, et il dit que Auctor, c'est-à-dire Martin de Dacy, a pensé mal, a mal pensé sa position. Et non, la diction n'est pas composée de voix qui signifient et de signifiés, mais plutôt il a la voix comme matière et la diction a la voix comme matière et la ratio significandi, c'est-à-dire la relation, comme forme. Donc, ils vont corriger un peu la terminologie qui était un peu souple. Et on a dit déjà que la ratio significandi n'est pas quelque chose de réel. Comme a déjà souligné Irène à propos de sacrement, il y a une discussion parallèle dans les écrits de logique de Martin de Dacy et dans d'autres sur le fait que la ratio significandi, qui est en relation, n'ajoute rien de réel à la voix, mais seulement quelque chose d'intellectuel, une relation de raison. Cependant, elle est traitée, la discussion qu'on verra sur la ratio significandi, font l'économie de cette distinction entre relation réelle et relation de raison et traitent les deux avec les mêmes outils théoriques. Et donc, on dit explicitement par Simon que la ratio significandi et le modus significandi, qui est le conseil central de la grammaire des modistes, sont des relations. Et donc des relations entre qui ont pour terme la chose signifiée et ou les propriétés de cette chose par rapport au modus significandi. Mais il dit aussi qu'il y a une double relation de signification. Et ici, il faut souligner le fait que quand on parle dans ce contexte de double relation, on ne parle pas de la même chose dont on a parlé à propos de Bacon, parce que Bacon parlait de la relation à l'interprète et de la relation au signifié, dans les signes. Dans ce cas, on parle de la relation active et passive, seulement de la relation entre les signes et les signifiés, qui est considérée double. C'est-à-dire avec un sens qui va de la voix à la chose signifiée et dans l'autre sens, de la chose signifiée au mot, et donc est double en ce sens. Et cette relation est une relation per se, une relation per se et non pas per accidens. C'est-à-dire qu'il y a une relation de termes inverses, comme les pères et les fils. Donc, il va, Simon considère deux relations
effectivement, l'une qui a comme sujet la voix et comme signifié et comme terme les signifiés, et l'autre qui a les signifiés comme sujet et la voix comme terme. Donc, c'est une manière de voir et concevoir la relation de signification très, très particulière. Et cette position est répétée aussi par d'autres et est justifiée exactement par en relation selon en appliquant les principes qui déterminent le nombre des accidents. C'est-à-dire que l'accident est énuméré et reçoit son nombre par le nombre de sujets auxquels il inhère. Et donc, il dit que Raoul Le Breton contexte, rejette soit les principes P1 qu'on a vu ici, soit l'idée que la relation soit une relation à deux voies, à deux sens, croisés, on peut dire. Donc, il dit que ces principes vaut seulement pour les accidents absolus, c'est-à-dire pour les qualités, pour les quantités, mais non pour les accidents relatifs, pour les relations et les autres catégories d'Aristote. Parce que les accidents relatifs reçoivent leur nombre. Le nombre de relations dépend du nombre de termes et non pas des sujets. Et donc, il dit que la ratio significante de la relation est un accident respectif et donc dépend des numéros de termes et non pas des numéros de nombre de sujets. Et il conclut que la relation de signification est une. Elle est la même entre signifiant et signifié, et entre signifié et signifiant. C'est la même. Et aussi pour ce qui concerne les modus significandi, qui est une relation à son tour. Et il applique aussi un principe d'économie. Il dit qu'il est inutile de multiplier les relations parce que cette relation, la relation entre signe et signifié, ou mot et signifié, est suffisant pour expliquer ce qui se marche dans le langage. Et il dit aussi que la chose signifiée ne se réfère pas per se à la voix, parce que les signes se réfèrent à son signifié, mais les signifiés ne se réfèrent pas per se au signe. Il dit aussi, j'ai cité ça parce que on trouve la esse signum est predicamento relationis, qui était le titre de toute notre intervention, et donc je l'ai voulu citer, mais il dit aussi que il est une seule relation, mais diversificata accidentaliter. Et cette conclusion peut être interprétée en deux manières. La première est celle plus naturelle, qui met en relation et interprète accidentaliter comme équivalent à per accidens. Et donc, on pourrait dire que Brito, dans les questions sur la métaphysique, dans les questions sur le puissant mineur, et encore dans une autre question de même question, dit que la relation entre signifiant et signifié est une relation per se asymétrique. Et donc que la relation entre signifié et signifiant est simplement diversifiée par accident.
Et donc abandonne l'idée de Simon que la relation entre signifiant et signifié soit une double relation croisée. Mais on peut aussi interpréter les passages qu'on a vus plus haut en diversifiant, en justifiant le fait qu'il n'utilise pas la locution per accidens, mais accidentaliter. Parce que si on lit encore ces passages, on voit qu'il parle du verbe signifier. Et il dit que c'est un verbe actif qui n'est pas du genre de l'action, qui est une autre catégorie d'Aristote, mais du genre de la catégorie qui tombe dans la catégorie de relation. Et il dit qu'il a le mode de signifier actif. Le mode de signifier actif, dans ce cas, n'est pas l'étiquette qui est donnée à un type de mode de signifier général, qui peut être appliqué à tous les modes de signifier. C'est le nom spécifique d'une propriété des verbes, c'est-à-dire la voix active. C'est-à-dire qu'il y a le verbe significo qui est actif et significor qui est passif. Et donc, les deux relèvent, les verbes signifiés relèvent de la catégorie des relations. Et donc, on peut lire ça non pas comme une réflexion sur les modes de signifier en général et donc la signification en général, mais sur les modes de signifier, c'est-à-dire les propriétés grammaticales du verbe signifier. Et donc la différence, l'accidentaliter, peut se référer à cette différence entre la voix active et la voix passive, et qui sont deux modes de signifier accidental du verbe, et donc non à la distinction entre les deux types de relations. C'est-à-dire aussi que Raoul n'utilisera plus cette distinction entre relation per se et relation per accidens. Et donc, il nie aussi que la connaissance soit une relation par rapport à son objet. Et donc, on pourrait penser que, comme il dit aussi dans les questions sur les sentences, il met en liste tous les conditions pour considérer une relation comme relation réelle. Et la cinquième, sont 7. La cinquième est que les deux corrélatifs doivent se coexiger, doivent être simultanés. Et donc, cette condition exclut la relation entre connaissance et l'objet de la connaissance. Et si on dit que la science se réfère à son objet et le contraire, il faut dire qu'elle ne se réfère pas à l'objet de la connaissance en tant que tel, mais à ce qui est connu en acte. Le texte n'est pas clair, mais on peut penser qu'il a cette position. Et certainement, il ne pense pas, et cela est cohérent avec ce qu'on a vu dans la note marginale du commentaire sur les catégories que je vous ai montré avant. Donc, dans ces questions sur Prussien, Raoul est peut-être prêt à abandonner la distinction traditionnelle entre relation per se et per accident, et ce qu'il va faire dans cette note marginale de la question 25 du commentaire sur les catégories et dans les questions sur les sentences. L'abandon de ce vieux outil va main dans la main, selon moi, avec la thèse de l'identité des modes significants actifs et passifs en général,
qui est, et de leur distinction seulement matérielle, ce qui est l'une des contributions plus originales de Raoul Le Breton au modisme et qui sera adoptée par tous les autres grammairiens modistes de la génération suivante. Merci.